Il pensait que c'était juste un autre survol de routine, jusqu'à ce qu'il voie une silhouette filer à travers les arbres. Lorsqu'ils zoomèrent, ce qu'ils virent était si troublant qu'ils s'arrêtèrent net. 3 marins disparus ont été secourus après avoir écrit SOS dans le sable. Que découvrit la garde côtière ce jour-là? Et pourquoi cette île était-elle complètement hors des cartes? La vérité n'était pas seulement inattendue, elle est glaçante. Restez avec nous et découvrez ce qu'il n'était là n'est jamais censé trouver. Numéro 1. L'île qui aurait dû être vide. À 30 000 pieds, là au-dessus du Pacifique, quelque chose attira l'attention de l'équipage. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Le lieutenant-commandant Sarah Klein, pilote vétéran de la garde côtière des États-Unis, guida son KC-135 Stratotanker au-dessus de l'étendue infinie de l'océan avec une calme précision. La matinée avait été routinière, le ciel dégagé, la mission simple, une patrouille de reconnaissance survolant l'île de Pike Low. Cette région n'était pas connue pour son activité, juste la mer, le ciel et le silence. L'île de Pike Low, un atoll corallien éloigné et inhabité situé à environ 160 miles au nord-est de Yap, n'était guère plus qu'un point oublié dans le Pacifique. C'était le genre d'endroit qui ne figurait que rarement sur les cartes, encore moins dans les gros titres. Sans établissement permanent et peu de présence humaine enregistrée, elle servait de marqueur plutôt que de destination. Mais cette étendue d'océan avait ses mystères, et Sarah avait appris à ne jamais ignorer son instinct. Volant depuis la base aérienne d'Anderson à Guam, Sarah avait effectué des dizaines de vols similaires. Elle était vive, concentrée et digne de confiance pour son équipage. Dans le siège à côté d'elle, l'enseigne Marc Torres ajustait l'affichage de navigation avec une confiance décontractée. Leur conversation tranquille sur le calme étrange de l'île fut interrompue lorsque le système de surveillance à bord signala quelque chose. Un mouvement, de petits points erratiques, sur le thermoscope. Sarah se pencha en avant, les yeux plissés. « Cela pourrait être des oiseaux », murmura Marc, mais le ton de sa voix ne correspondait pas à ces mots. Sarah ne répondit pas. Elle toucha les commandes, inclinant légèrement l'appareil pour mieux voir l'île. Le KC-135, bien que conçu principalement pour le ravitaillement en vol, était équipé d'optiques haute altitude parfaits pour ce genre de scan. À mesure que l'avion s'approchait, ces systèmes d'imagerie à bord se concentraient sur le littoral. Ce qu'ils révélèrent fit taire les deux pilotes. Il y avait du mouvement, définitivement humain. Pas une personne, plusieurs. Pas de signaux de détresse, pas d'urgence qui le signalait, et pourtant aucun bateau à quai, aucun signe de la façon dont ces silhouettes étaient arrivées. Cela n'avait pas de sens. L'estomac de Sarah se serra. Un endroit comme Pike Low n'était jamais censé avoir des gens errant sur ses rivages, surtout pas sans explication. L'équipage marqua l'emplacement, transmit un rapport préliminaire et continua la recherche. Mais quelque chose persistait dans l'air, une tension implicite. Quoi qu'il se passe là-bas, cela ne lui appartenait pas et Sarah savait que cela ne resterait pas une routine longtemps. Numéro 2. Un éclat de mouvement. Ce qui ressemblait à un effet de lumière s'est avéré être le premier signe que quelque chose n'allait pas sur l'île de Pike Low. Alors que le KC-135 Stratotanker descendait en altitude pour un passage bas, le lieutenant-commandant Sarah Klein plissa les yeux vers le bord boisé de l'île en dessous. Au milieu de l'immobilité, quelque chose bougea. Un éclat, rapide et net, dansa sur le sable près du littoral. Ce n'était pas le mouvement gracieux d'un oiseau ou le tirage haché des vagues. C'était trop fluide, trop délibéré. À 10 000 pieds, l'île de Piquelot semblait encore intacte, son feuillage de palmier se balançant doucement, son littoral pristine et vacant. Mais Sarah savait ce qu'elle voyait. Des années de vol de reconnaissance lui avaient appris à faire la différence entre des illusions d'optique et de réelles menaces. Cet éclat n'avait pas sa place. Elle se pencha en avant, ajustant les optiques de l'appareil, et se concentra sur la zone. « Marc, fais-nous un tour, je veux voir ça de plus près », dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui attira l'attention de l'enseigne Torres. Il ne posa pas de questions. Ses doigts tapotèrent rapidement sur le tableau de bord, inclinant l'appareil dans un arc large et délibéré. Le long avion de ravitaillement n'était pas conçu pour l'agilité, mais à cette altitude, il n'en avait pas besoin. Il avait juste besoin de voir. Alors que les caméras haute résolution se stabilisaient, le moniteur s'anima de détails. Sable blanc, ombre mouvante, broussailles denses serrant le littoral. La zone semblait calme, mais seulement pour un moment. « Là », murmura Sarah, juste derrière les palmiers. Un flou de mouvement à nouveau. Bref, mais mesuré. Une ombre se déplaçant derrière les arbres, lente et régulière, presque comme quelqu'un essayant de ne pas être vu.
Ce n'est pas de la faune, dit Marc, sa voix perdant son habituelle légèreté. Nous ne regardons pas un phoque ou un oiseau, c'est quelqu'un qui marche. Sarah ne répondit pas tout de suite. Son attention était fixée sur l'écran, regardant la silhouette disparaître à nouveau dans les broussailles. Pas de signaux d'urgence, pas de signes de naufrage, et aucune explication logique pour la présence de quelqu'un ici. Cela n'avait aucun sens. Mais maintenant, il y avait des signes de vie, là où il ne devrait y en avoir aucun. Les pensées de Sarah parcouraient drôlement les possibilités. Un randonneur perdu, un atterrissage illégal ou quelque chose de complètement différent. Aucune d'elles ne lui semblait de juste. Ce qui la troublait le plus n'était pas seulement le mouvement. C'était à quel point cela restait soigneusement hors de vue, comme si cela savait qu'il était observé. Et cela signifiait qu'ils avaient l'air d'un problème plus important qu'une patrouille de routine ne pouvait gérer. Numéro 3. Un cri gravé dans le sable. Il y a peu de choses plus glaçantes vues du ciel qu'un gigantesque SOS griffonné dans la terre, surtout sur une île où personne n'est censé être. Alors que le KC-135 tournait plus bas au-dessus de l'île de Pike Low, les caméras optiques de l'appareil se concentrèrent sur la plage juste au-delà de la lisière des arbres. C'est alors que le lieutenant-commandant Sarah Klein le vit. 3 lettres massives creusées dans le sable pâle, indiscutables même de 8000 pieds. SOS, audacieuse, inégale et crue, comme si quelqu'un les avait griffonnées prenées par désespoir plutôt que par stratégie. Sarah se pencha en avant, les yeux plissés. « Voilà, dit-elle, sa voix tendue. Nous avons un signal de détresse. » L'enseigne Marc Torres détourna immédiatement son attention vers les coordonnées, composant déjà le radio. « Ce n'est pas vieux, dit-il, étudiant le contraste du sable fraîchement perturbé. Celui qui a fait ça est soit encore là-bas, soit il l'a fait très récemment. » Sarah savait ce que cela signifiait. Ce vol n'était plus juste de la surveillance, c'était une opération de sauvetage potentiel. La tranquillité de leur patrouille matinale était partie, remplacée par la clarté aiguë de l'urgence. Elle ajusta leur trajectoire de vol pour maintenir une orbite plus serrée autour de l'île, son esprit courant à travers les protocoles et les possibilités. Personne n'était censé être sur Pike Low. Aucun bateau n'avait été signalé comme manquant dans ce secteur. Aucun appel de détresse n'avait été enregistré. Et pourtant, le voilà, un cri silencieux gravé sur la plage, suppliant d'être vu. « Base, ici Goldwatch 6. Confirmé SOS sur Pikelot. Les coordonnées sont verrouillées. Demande de soutien immédiat pour la recherche et le sauvetage, relaya Marc, sa voix mesurée mais tendue. De retour dans le cockpit, les 2 officiers fixaient en l'écran, attendant plus. Ce n'était pas seulement la présence du signal, c'était l'effort derrière. Les lettres s'étiraient sur près de 10 pieds loin de large, chaque creux d'au moins 1 pied de profondeur. Ce genre de travail signifiait que quelqu'un avait été là suffisamment longtemps pour essayer tout le reste d'abord. Les instincts de Sarah s'éveillèrent. Faisons un autre balayage. Concentrez-vous sur la lisière des arbres, les zones ombragées, n'importe où une personne pourrait essayer de rester cachée ou abritée. Les caméras de l'appareil s'ajustèrent à nouveau, traçant lentement le bord de l'île, scrutant le mouvement. Le SOS confirma une chose. Ce n'était pas un signal fantôme d'il y a des années. C'était actif. C'était maintenant. Et celui qui l'avait écrit voulait juste être trouvé. Quoi qu'il soit, sur le point de découvrir, ce n'était plus simplement une mission de sauvetage. C'était une recherche de l'histoire derrière ce cri de détresse et de savoir s'il restait encore du temps pour y répondre. Numéro 4. Des yeux dans le ciel, des vies en jeu. Au moment où ils virent un autre mouvement sur la plage, tout le reste s'est estompé. Pas juste un autre signal, pas une traînée de débris, pas une ombre jouant des tours, mais des gens. Des survivants réels, vivants, à peine debout, agitant les bras avec la dernière force qu'il leur restait. Alors que le KC-135 tournait brusquement autour de l'île de Pikelode, le lieutenant-commandant Sarah Klein ajusta les optiques de l'appareil, les poussant à leur résolution maximale. En dessous, sous le soleil brûlant de midi, 3 silhouettes émergèrent des palmiers et trébuchettant sur le sable ouvert. Leurs bras flottaient, non pas dans le rythme de quelqu'un essayant de signaler un avion, mais avec la panique sauvage et désarticulée de personnes qui pensaient qu'elles ne seraient peut-être jamais vues, à nouveau. Sarah sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. « Ils sont en vie », murmura-t-elle, presque en ne le croyant pas elle-même. « Mais ils tiennent à peine le coup. » L'enseigne Marc Torres zooma les optiques plus près, l'affichage montrant maintenant chaque détail douloureux. Peau brûlée par le soleil, se décollant aux épaules, visage creux et squelettique, vêtements réduits en lambeaux par les éléments. L'un d'eux tomba à genoux, continuant à agiter les bras, essayant encore. Sarah n'avait pas besoin d'un second avis. Elle pouvait le voir dans chaque ligne de leur corps.
Ces gens étaient au bord du gouffre. Près de la lisière des arbres, juste derrière eux, se trouvait ce qu'ils avaient utilisé pour se protéger. Une cabane de fortune, pas plus grande qu'un canoë, assemblée à partir de bois flottés, de vignes et de feuilles de palmier. Pas d'outils, pas de bâches, pas de fournitures, juste le strict minimum pour survivre au vent et à la pluie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient en tenue. La vue de cet abri pitoyable, son désespoir, disait à Sarah tout ce qu'elle devait savoir. « Ce ne sont pas des touristes, dit Marc doucement. Ils sont ici ? Depuis longtemps. » Sarah aperçut une barque couchée sur le côté près de la marque de haute mer, à moitié enfouie dans le sable. Le bateau était fissuré et inutilisable, une carcasse en bois laissée à pourrir. C'était leur moyen d'accès, et la raison pour laquelle ils n'étaient pas partis. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas un retard de courte durée. Ces gens avaient été abandonnés. Peut-être pendant des semaines. Ils sont micronésiens, supposa-t-elle. Peut-être des pêcheurs. Quelque chose a mal tourné et personne ne savait où chercher. Les survivants ne cessaient d'agiter les bras. L'un d'eux s'appuyait sur l'autre pour rester debout. Le troisième, peut-être le plus jeune, se coupa les mains autour de la bouche, criant vers l'avion, bien que les mots se perdaient dans le rugissement de l'altitude. Marc était déjà en train de noter les coordonnées et de préparer un rapport de situation pour le commandement de sauvetage. « Ils ne vont pas tenir beaucoup plus longtemps, dit-il. Numéro 5. Le largage de la ligne de vie. La vue des naufragés, s'accrochant à la vie sur le rivage désolé, fit sombrer le cœur de Sarah. 3 silhouettes émaciées agitaient frénétiquement les bras, leur corps tremblant sous la chaleur implacable de l'île de Pike-Low. Les images de leurs visages creux et de la barque détruite à moitié enfouie dans le sable étaient indéniables. Ils avaient été abandonnés bien trop longtemps. La dure réalité, un KC-135 Stratotanker, peu importe à quel point il est high-tech, n'était pas équipé pour gérer une opération de sauvetage. Il n'était pas conçu pour atterrir sur une île sans une piste appropriée d'au moins 10 000 pieds de béton renforcé, et il n'y avait aucun hélicoptère ou bateau de surface en vue pour aider. L'esprit de Sarah s'emballa alors que le poids de la situation pesait sur elle. Comment pourrait-elle combler le fossé entre leurs besoins désespérés d'aide et les limitations de l'appareil ? « Ils ne vont pas tenir beaucoup plus longtemps si nous les laissons ici, » murmura Sarah pour elle-même, l'urgence montant dans sa poitrine. Elle se tourna vers l'enseigne Marc Torres, sa voix claire mais teintée de détermination. « Nous ne pouvons pas simplement nous envoler. Nous devons leur larguer une radio, c'est leur seule chance de rester en contact jusqu'à l'arrivée de l'aide. » L'expression de Marc passa de l'inquiétude à la compréhension. Le plan était risqué, mais c'était la meilleure option. « Je vais préparer l'équipage, dit-il, se déplaçant rapidement pour transmettre les ordres. L'équipage ne perdit pas de temps. À l'intérieur du KC-135, le compartiment s'anima alors qu'il préparait le largage. Une radio bidirectionnelle étanche sécurisée dans un conteneur rembourré, équipé d'un petit parachute pour ralentir sa descente. La nature peu conventionnelle de la mission n'échappa pas à Sarah. Les avions de ravitaillement n'étaient pas conçus pour ce genre d'opération. Mais cette radio, aussi petite soit-elle, représentait une bouée de sauvetage. C'était le seul fil d'espoir qui pouvait garder les naufragés reliés à la civilisation jusqu'à ce que les équipes de sauvetage puissent les atteindre. « Nous devons bien faire les choses, dit Sarah à l'équipage, son ton stable mais urgent. L'appareil devait être positionné parfaitement pour éviter les obstacles comme les palmiers denses ou les vagues tumultueuses en dessous. Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Un largage mal calculé pourrait envoyer la radio s'écraser contre les arbres ou couler dans l'océan, détruisant le seul moyen de communication. Alors que l'équipage travaillait diligemment pour finaliser leur plan, Sarah maintenait une orbite serrée autour de l'île, ses yeux ne quittant pas les naufragés en dessous. Elle les regardait agiter les bras, inconscient de la bouée de sauvetage qui allait tomber du ciel. L'équipage calculait la vitesse du vent, la dérive et la précision de la zone de largage. Chaque seconde semblait une éternité. « Cible verrouillée », rapporta Marc, sa voix calme et concentrée. Il coordonnait avec le chef de charge, s'assurant que chaque détail était en place. « À votre signal, Sarah ?» Avec une exhalation rapide, Sarah aligna parfaitement l'appareil. Les portes du bay s'ouvrirent avec un vrombissement et l'air se déplaça alors que le conteneur était positionné pour le largage. « Maintenant, dit Sarah, ses mains fermes sur les commandes, ressentant le poids du moment. La radio tomba de l'appareil, son parachute attrapant le vent et s'épanouissant comme un petit drapeau délicat contre le ciel lumineux. Elle dériva lentement, une fragile bouée de sauvetage entre les naufragés et le monde extérieur. Le paquin de Sarah s'accéléra. Tout reposait désormais sur la capacité des survivants à atteindre la radio et à l'activer.
les connectant à l'aide dont ils avaient désespérément besoin. Numéro 6. Une voix de l'île. Au moment où la statique céda la place à une voix humaine, tout le cockpit tomba silencieux. Pendant des heures, le lieutenant-commandant Sarah Clan avait observé 3 silhouettes échouées sur la plage, agitant les bras, signalant à peine debout. Mais maintenant, enfin, elles n'étaient pas plus seulement des silhouettes lointaines sur une île isolée. Elles avaient parlé, faibles, tremblantes et presque perdues dans un bruit de fond, la voix d'un homme crépitait à travers le récepteur. Perdue dans un bruit de fond, la voix d'un homme crépitait à travers le récepteur. « S'il vous plaît, nous sommes ici, pouvez-vous nous entendre ?» Sarah n'hésita pas. Elle saisit le micro, gardant sa voix calme et mesurée. « Ici, la garde côtière des États-Unis. Nous vous entendons haut et clair. Vous êtes sur l'île de Picklode. Nous vous voyons et nous sommes là pour aider. » C'était le moment qu'ils attendaient depuis la seconde où ils avaient repéré les naufragés. La radio parachutée avait atterri près du camp, juste au-delà de l'ombre des palmiers, et les survivants n'avaient pas perdu de temps pour la récupérer. Maintenant, il y avait une ligne de communication directe, un fil fragile mais critique les reliant au monde extérieur. L'homme s'identifia comme John, un marin micronésien qui avait quitté Pulawat 5 jours plus tôt avec 2 compagnons. Ils étaient à court de carburant, dérivaient un sans but, et finalement avaient échoué sur Picklode. Il ne perdit pas de temps à expliquer leur situation. Sa voix tremblait d'épuisement et d'urgence. « David est malade. Il ne répond pas. Nous n'avons eu aucun médicament, juste de l'eau de pluie et quelques poissons. » Sarah échangea un regard avec l'enseigne Marc Torres. Pas besoin de parler. Les faits étaient écrits sur leur visage. 5 jours échoués, déshydratation, pas d'aide médicale, un homme à peine conscient. Chaque seconde passée sur cette île sans secours réduisait leurs chances de survie. Marc enregistra la transmission et signala à Sarah de continuer. « John, pouvez-vous nous donner un rapide aperçu de votre état ? Des fournitures restantes ? Avez-vous un abri ? Demanda-t-elle, essayant de rester composée tout en luttant contre la montée d'impuissance dans sa poitrine. Un bateau de patrouille avait été dépêché, mais il n'arriverait pas avant des heures, et maintenant une tempête approchait de l'est basse et rapide. La voix de John revint, affaiblie par la statique. « Nous sommes faibles. Le soleil a été mauvais. Pas de médicaments, pas grand-chose. S'il vous plaît, ne nous laissez pas. » Sarah ferma les yeux un instant, puis parla aussi clairement qu'elle le pouvait. « Nous n'allons nulle part. De l'aide est en route. Restez près de la radio, économisez votre énergie et continuez à nous parler si vous le pouvez. » La transmission s'estompa à nouveau. Juste avant que la ligne ne coupe, 2 mots passèrent, silencieux mais indéniables. « Merci. » Sarah regarda l'île, observant les 3 formes regroupées autour de la radio comme si c'était une bouée de sauvetage, parce que pour l'instant, c'était le cas. Et avec les nuages de tempête qui s'accumulaient, elle savait qu'il devrait agir rapidement pour maintenir cette bouée de sauvetage intacte. Numéro 7. La course contre la tempête. Au moment où la tempête montra son vrai visage, tout changea. Ce qui avait commencé comme une opération tendue mais stable se transforma en un compte à rebours désespéré contre les éléments. Sur l'écran radar à bord du KC-135 Stratotanker, la menace n'était pas subtile. C'était un mur tourbillonnant de nuages orageux balayant le Pacifique, violent, rapide et pointé directement vers l'île de Picklode. « Sarah, nous avons un problème, » dit l'enseigne Marc Torres, tapotant l'affichage où un front météorologique dense brillait d'une intensité alarmante. « Il arrive du sud-ouest, 20 minutes, peut-être moins. » Le lieutenant-commandant Sarah Klein n'avait pas besoin d'un second avis. Elle regarda à travers l'eau et le vit par elle-même. Des nuages sombres s'avançant, comme une vague de marée dans le ciel, engloutissant la lumière du soleil, traînant vent et pluie dans leur sillage. Même de leur altitude, elle pouvait le sentir. Les rafales commençaient à déséquilibrer l'avion. Les premiers signes de turbulence se faisaient déjà sentir. Elle maudit dans sa barbe. Juste en dessous, 3 hommes étaient regroupés sur la plage, tenant une radio qu'ils avaient reçue à peine quelques instants auparavant. Maintenant, ils devraient s'accrocher à quelque chose d'encore plus incertain. L'espoir que de l'aide les trouve encore après que le ciel se soit refermé. « Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps, » dit Sarah doucement, bien que sa voix portât le poids d'un en ordre. « Nous perdons en visibilité. Nous risquons tout l'équipage. » Marc hocha la tête d'un air sombre, recalculant déjà leur route de retour vers la base aérienne d'Anderson à Guam. Plus ils restaient, plus le risque augmentait, non seulement à cause des vents et des éclairs, mais aussi à cause de la pression que subissait un avion de ravitaillement comme le KC-135, qui n'était pas conçu pour cela. Pourtant, Sarah hésita. Ses yeux étaient rivés sur l'île en dessous, où le camp de fortune était exposé.
Pas d'abri solide, pas de fourniture médicale. Juste 3 hommes et une radio, et une tempête suffisamment grande pour effacer toute trace d'eux d'ici le matin. À quelle vitesse le bateau de patrouille peut-il les atteindre une fois que cela se sera éclairci ? Demanda-t-elle. À l'aube, si les eaux le permettent, répondit Marc. Ils partiront dès que les conditions le permettront. Sarah fit un dernier tour de l'île, mémorisant chaque détail. La courbe de la côte, la disposition du camp, le placement du SOS. Puis, avec les nuages tirant un épais rideau gris sur la mer, elle passa l'appel. « Base, ici Stratotanker 4-1. Nous rentrons en raison de la météo qui arrive. Marquez la position. Faites savoir à l'équipage du bateau qu'ils auront besoin d'yeux aiguisés et de moteurs chauds à l'aube. » Alors que l'avion se dirigeait de nouveau vers Guam, la pluie commença à s'abattre contre le verre du cockpit. L'île de Paiklote disparut de la vue, engloutie par la tempête. Sarah resta silencieuse, les poings serrés autour des commandes. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, il ne restait plus qu'à espérer que la radio tienne bon, et que les hommes sur cette plage puissent survivre à ce que la nuit leur réservait. Numéro 8. La nuit la plus longue. La pire partie n'était pas la tempête, c'était l'attente. De retour à la base aérienne d'Anderson, le lieutenant-commandant Sarah Klein se tenait sous l'éclat des lumières de la piste, son regard fixé sur l'horizon noir comme si elle pouvait faire arriver la lumière du jour plus vite. La tempête était passée, mais son ombre persistait sur le tarmac trempé, les lourds nuages restant bas et surtout dans l'incertitude qu'elle laissait derrière elle. Quelque part là-bas sur l'île de Pike Low, 3 hommes luttaient ainsi pour survivre à la nuit sans autre abri que des frondes de palmiers, sans nourriture que des restes, et sans réconfort à part le faible crépitement d'une radio qui pourrait encore fonctionner. À l'intérieur de la salle des opérations de la base, la tension n'avait pas diminué. L'enseigne Marc Torres était assis à côté de Sarah, feuilletant les mises à jour par satellite et les scans radars avec la même urgence qui les saisissait tous les deux. Un nouveau rapport météo venait de confirmer leur peur. La tempête avait relâché son emprise, mais l'océan ne l'avait pas fait. Les vagues étaient encore trop dangereuses pour un lancement nocturne et le bateau de patrouille, FSS Independence, avait été contraint d'attendre jusqu'à l'aube. Ils sont prêts à partir dès que cela se sera éclairci, dit Marc sans lever les yeux de l'écran. L'équipage est en attente. Sarah hocha la tête, mais la réassurance semblait mince. L'horloge était leur ennemi maintenant. Chaque minute qui passait à la base était une minute de plus, que John, David et leurs compagnons passaient exposés à tout ce que l'île pouvait leur réserver. Vent froid, marée montante, la possibilité que la radio échoue avant l'arrivée. De l'aide. L'air était humide et silencieux, épais de l'odeur d'herbe mouillée et de carburant d'aviation. Dans le calme, ses pensées dérivèrent vers les naufragés, comment ils avaient survécu pendant 5 jours, gravant un SOS dans le sable, recueillant le beau de pluie, s'accrochant à la vie sans savoir si quelqu'un les regardait. Ce genre de force ne vient pas facilement. Ce n'était pas de la chance. C'était du courage. « Ils sont arrivés jusque-là », murmura-t-elle pour elle-même. « Ils ne vont pas abandonner maintenant. » Alors que l'aube approchait, la salle des opérations se remplit à nouveau de mouvements discrets. Marc revoyait les coordonnées finales avec l'équipe de sauvetage et Sarah scrutait la carte une fois de plus, ses yeux suivant la route de Yap à Pike Loud. Ils avaient une chance de bien faire les choses. « Nous ne les lâchons pas, dit-elle d'une voix ferme. Peu importe quoi. » Les minutes s'écoulèrent, lentes et impitoyables. Mais lorsque l'appel arriva enfin, la confirmation que le FSS Independence était en route, les épaules de Sarah se soulevèrent juste un peu. Il restait encore un long chemin à parcourir, mais enfin, quelqu'un se dirigeait vers l'île. Et cette fois, il ne venait pas avec des questions. Il venait ensemble pour ramener ses hommes chez eux. « Ton plan est urgent. Nous avons besoin de SAR sur place maintenant. » Sarah hocha la tête, les yeux rivés sur l'écran. Ce n'étaient plus seulement des naufragés, ce étaient des vies suspendues à un fil, et elles avaient enfin été vues. Numéro 9. La mission du bateau de patrouille micronésien, un signal répondu. Lorsque les naufragés émergèrent enfin des arbres, maigres brûlés par le soleil et vacillant sur des jambes instables, c'était le moment que tout le monde attendait. La faible voix à la radio, le SOS gravé dans le sable, la nuit blanche à la base aérienne d'Anderson, tout avait conduit à cela. 3 viandes tirées du bord du gouffre. Juste après le lever du soleil, le FSS Independence fendit les vagues du Pacifique, sa coque traçant un chemin régulier vers la petite tache de terre connue sous le nom d'île de Pike Low. La tempête était passée, mais l'océan montrait encore ses dents.
À la barre se tenait le capitaine Tino, un marin vétéran qui avait navigué dans ces eaux pendant des décennies. Il ne perdait pas de mots. Ses yeux restaient fixés sur l'horizon, où une ligne étroite de palmiers et de récifs marquait l'île où 3 hommes avaient attendu 5 longs jours une seconde chance. L'équipage, composé de marins micronésiens expérimentés, travaillait avec une urgence mesurée. Ils écoutèrent attentivement alors que Tino ouvrait un canal sur la fréquence d'urgence liée à la radio lâchée la veille. Survivant de Pike Load, ici FSS Independence. Nous arrivons. Pouvez-vous répondre ? Quelques secondes passèrent, assez longtemps pour que le doute s'installe, avant qu'une voix ne crépite à travers la statique. Elle était faible, presque noyée par le vent de fond, mais elle était claire. « Nous sommes ici, près du SOS. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » La voix de John rauque mais vivante. Les hommes sur le pont échangèrent des regards rapides. Personne ne parla. Il n'en avait pas besoin. Alors que le bateau de patrouille atteignait le bord du récif, l'équipage aperçut le massif SOS gravé sur la plage, partiellement flou par la pluie, mais toujours lisible depuis le large. Il ne pouvait pas faire accoster le gros navire à cause du corail peu profond, alors un petit canot fut abaissé dans les vagues. 2 membres de l'équipage, déjà équipés, montèrent à bord et se dirigèrent vers la côte. Sarah Klein, écoutant depuis Guam via un relais, pouvait entendre chaque transmission radio. Elle se pencha en avant alors que la statique laissait place à des voix étouffées. « Nous les voyons », confirma un des marins. Les 3 naufragés apparaissaient juste au-delà de la lisière des arbres. John avait David sur l'épaule, clairement en train de favoriser une jambe. Leur 3e compagnon avançait lentement, pieds nus et tremblants. Les sauveteurs les rencontrèrent à mi-chemin, les stabilisant de leurs 2 mains. Leur corps était léger, presque sans poids à cause de l'épuisement, mais ils étaient encore debout. Le canot retourna à l'Indépendance, luttant contre les vagues. Une fois à bord, les naufragés furent enveloppés dans des couvertures et reçurent des bouteilles d'Estapedo. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Les expressions sur leurs visages en disaient long. Le capitaine Tino prit la radio et annonça la mise à jour que tout le monde attendait. « Nous les avons, ils sont vivants. » Pour la première fois en heures, Sarah expira. L'attente, la tempête, la peur, tout céda la place au soulagement. Ils avaient réussi. Et à travers le Pacifique, une île tranquille était enfin à nouveau silencieuse. Numéro 10. Récupération sur un sol solide. Le véritable impact de la survie ne se voit pas toujours au moment du sauvetage, c'est dans ce qui suit. Lorsque John, David et leurs compagnons posèrent enfin le pied sur le FSS Independence et sur le quai de Yap, ils ne célébraient pas. Ils tremblaient Leur corps, épuisés par 5 jours d'exposition et de faim, les portaient à peine dans les bras des membres du personnel médical. Pourtant, ils avaient réussi, et cela seul était extraordinaire. Le lieutenant-commandant Sarah Klein se tenait juste devant les portes de l'hôpital, pendant que les naufragés étaient conduits à l'intérieur. Elle avait vu la vue aérienne du SOS. Elle avait écouté la faible voix de John sur la fréquence d'urgence. Mais rien ne l'avait préparée à les voir en personne. Plus minces, brûlés par le soleil, des visages creusés par la fatigue. Pourtant, ils étaient vivants. Et à ce moment-là, chaque heure de sommeil perdue, chaque minute passée dans les airs en valait la peine. À l'intérieur de la salle, les médecins se déplaçaient rapidement. Fluides intraveineux, gouttes d'électrolytes, draps propres. L'hôpital bourdonnait d'une urgence silencieuse. Une fois stabilisé, John commença à raconter ce qui s'était passé. Sa voix se brisa, mais ses mots restèrent fermes. Ils avaient quitté l'atoll de Pulawat dans un skiff de 23 pieds, se dirigeant vers Pulab, un voyage de routine pour des hommes qui connaissaient ces eaux par cœur. Mais ensuite vint la mauvaise évaluation. Il manquait de carburant et le courant prit le dessus, les entraînant hors de leur chemin. Le skiff finit par échouer sur l'île de Pike Load, à plus de 120 miles de l'endroit où ils auraient dû être. Ils n'avaient pas de provisions alimentaires, pas de moyen de demander de l'aide et aucune idée de combien de temps ils seraient échoués. L'eau de pluie recueillie dans des coques de noix de coco était leur seule hydratation. Ils attrapèrent de petits poissons à la main. David s'est effondré à cause de la déshydratation. L'abri qu'ils avaient bricolé les protégeait à peine du brutal soleil de midi. À un moment donné, ils craignaient que personne ne les trouve jamais. Mais ils avaient gravé ce massif SOS sur la plage. Ils croyaient que quelqu'un, quelque part, pourrait regarder. Sarah écoutait chaque mot avec une intensité silencieuse. C'était une histoire non seulement de survie, mais de courage, celui qui ne s'efface pas sous pression. Le sauvetage lui-même avait été le résultat d'une coordination rapide à travers les frontières.
son équipe de patrouille de l'US Air Force, l'équipage micronésien du FSS Independence et même le soutien de la marine australienne. C'était la preuve de ce qui pouvait être fait lorsque les gens choisissaient d'agir ensemble, rapidement et sans hésitation. Avant de quitter la salle, Sarah s'arrêta au chevet de John. « Vous n'avez jamais abandonné, lui dit-elle. C'est pourquoi vous êtes ici. » Il ne dit rien au début, mais il lui serra doucement la main et hocha la tête. C'était suffisant. Le chemin vers une pleine récupération prendrait du temps, mais la partie la plus difficile était derrière Chalon. Leur survie devenait plus qu'une simple histoire. C'était un rappel de combien la détermination et l'espoir pouvaient emporter quelqu'un, même dans les coins les plus impitoyables du Pacifique. Merci de votre attention. À bientôt dans notre prochaine vidéo.